Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici le programme de votre après-midi. Dans un instant, direction l'hémicycle du Sénat pour suivre l'examen d'une proposition de loi UMP. Objectif, permettre aux candidats aux municipales dans les communes de moins de 3500 habitants de se présenter avec la nuance sans étiquette. Décryptage dans un instant de notre journaliste Tom Tranui. À 18h15, preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat qui reçoit ce soir Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, pour parler entre autres de la réforme ferroviaire et de la contestation qu'elle suscite chez les cheminots. Et puis on se retrouve à 19h pour 24h Sénat, le journal. Mais à la veille de la présentation en Conseil des ministres des projets de loi sur la réforme territoriale, les ministres en charge de ces textes étaient présents ce matin au groupe PS du Sénat pour convaincre les sénateurs de la majorité du bien fondé de cette réforme. On écoute André Vallini puis Luc Carvounas au micro de Quentin Calmet. Le Parlement est souverain. En termes législatifs, heureusement, il lui revient d'amender les textes du gouvernement s'il le souhaite. Nous verrons bien ce que donnent les débats parlementaires. En tout cas, la carte du gouvernement, elle a le mérite d'exister. Beaucoup de cartes ont circulé, aucune ne fait l'unanimité. D'ailleurs, je ne connais pas à ce jour de carte alternative à celle du gouvernement qui fasse consensus. C'est un débat qui doit aussi s'inspirer de l'expérience, de la grande expérience des élus locaux, et peut-être pas forcément être toujours dans ce que certains technocrates des cabinets ministériels cherchent à imposer. Comme le disent mes collègues à l'Assemblée nationale, mais on pourrait le dire de manière plus feutrée, ici au Sénat, nous sommes plus policés, c'est le temps du Parlement, c'est le temps du politique, c'est aux politiques de faire société, et qui mieux que les sénateurs sont les mieux à même de pouvoir évoquer, discuter de l'organisation territoriale de notre pays. François Baroin, bientôt sénateur. Le député maire UMP de Troyes est candidat au Sénat, selon une information de nos confrères de l'opinion. Il doit recevoir l'investiture UMP pour les élections sénatoriales de septembre ce soir, lors de la réunion de la Commission nationale. Je vous le disais en titre, on va tout de suite retrouver Tom Tranui en direct de l'hémicycle. Les sénateurs examinent depuis 14h30 une proposition de loi pour permettre aux candidats aux municipales de se présenter sans étiquette. Alors, Tam, d'où vient cette demande ? Eh bien écoutez, tout cela part d'un constat, c'est que la vie politique en France ne se résume pas à une guerre entre partis politiques et que notamment dans les petites communes, les communes de moins de 3500 habitants, il y a de nombreuses personnes qui rentrent dans la vie politique sans pour autant avoir une couleur, une étiquette politique. C'est ce qu'a rappelé tout à l'heure Jean-Claude Carle, sénateur UMP, auteur de cette proposition de loi en ouverture de la discussion générale. Le problème, c'est qu'en France, il n'est pas si facile de n'avoir aucune couleur politique. Depuis la loi du 17 mai 2013, lors des élections, les petites communes doivent déposer en préfecture leur liste et qu'ensuite l'administration associe ces listes à une couleur politique. Mais le vrai problème que l'on a pu voir lors des dernières élections municipales, eh bien, c'est que de nombreuses listes ne se sont pas du tout, mais alors pas du tout, reconnues dans la couleur politique qui leur a été associée. Alors face à cette situation, les sénateurs proposent donc que l'on reconnaisse les listes sans étiquette. C'est une proposition de loi plutôt consensuelle comme ça, mais tout à l'heure on a entendu quand même un début de contradiction intéressant dans l'hémicycle à travers la voix d'Éliane Assassi, présidente du groupe communiste au Sénat, qui a indiqué que faire de la politique, c'est faire des choix et qu'aucun choix n'est neutre. Eh bien, merci beaucoup Tam pour toutes ces explications. Alors je vous propose de suivre la discussion générale de cette proposition de loi et on y reviendra bien entendu à 19h dans notre journal. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi tendant à permettre aux candidats de se présenter aux élections municipales avec la nuance sans étiquette dans les communes de moins de 3500 habitants, présentée par M. Jean-Claude Carle et plusieurs de ses collègues à la demande du groupe UMP. Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Claude Carle, auteur de la proposition de loi. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il y a près d'un an, le gouvernement faisait adopter la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral.
À l'occasion de l'examen de cette loi, le gouvernement affirmait que l'objectif de l'abaissement de la proportionnelle à 1000 habitants était de favoriser une meilleure représentation de la diversité des opinions politiques et de mettre fin au système bipartite. Pourtant, l'application de cette loi a entraîné un certain nombre de conséquences qui conduisent à une politisation accrue du scrutin municipal. Je m'explique. Le décret du 30 août 2001 prévoit la création d'un fichier des élus qui impose notamment aux candidats aux élections municipales de se rattacher à un parti politique, c'est-à-dire que ce décret impose une étiquette politique à chaque candidat. S'ils ne le font pas d'eux-mêmes, le préfet leur affectera alors une nuance politique appréciée au regard de la sensibilité qui les caractérise. Théoriquement, ce décret ne concerne que les candidats dans les villes de plus de 3 500 habitants. Seulement, l'application combinée de 2 articles de la loi du 17 mai 2013 rend obligatoire ce rattachement politique à tous les candidats, quelles que soient les communes où ils se présentent. Les 2 articles en question sont l'article 24 qui a baissé le seuil de la proportionnelle pour les élections municipales de 3 500 à 1 000 habitants et l'article 25 qui oblige au dépôt de toutes les candidatures en préfecture, quelle que soit la strate des communes. Voilà donc comment le rattachement politique s'organise pour tous les candidats aux élections municipales. Le candidat indique son étiquette politique s'il en a reçu une. Le candidat choisit une nuance politique parmi celles proposées dans une grille listant les nuances et les partis politiques se rattachant à chacune d'entre elles. Et la préfecture valide ou corrige purement et simplement cette nuance en fonction de sa propre appréciation. Le candidat peut néanmoins porter une réclamation pour faire corriger la nuance qui lui a été attribuée, sans obligation pour autant pour la préfecture d'en tenir compte. Il va de soi que les préfets exercent cette responsabilité avec intégrité et objectivité. Pour autant, quelle que soit leur diligence pour classer avec le plus de précision possible des élus et des listes dans des cases prédéfinies, ils se heurtent à l'impossibilité de rendre compte de ces étiquettes et nuances parce qu'elles ne recoupent aucune réalité locale. Dans notre haute assemblée, où la première de nos missions est d'assurer la représentation des collectivités territoriales de la République, nous nous devons donc d'agir pour mettre fin à ce qui constitue une contrainte, pour ne pas dire une entrave, à l'expression des sensibilités politiques qui se manifestent bien souvent dans les petites communes par une non-politisation des candidats. Tel est l'objet de la proposition de loi que je vous soumets et qui relaie l'inquiétude des élus municipaux et des candidats des 6 765 communes de 1 000 à 3 500 habitants et qu'ils ont exprimé fortement en mars dernier. En effet, dans un courrier adressé à M. Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, les élus représentés à l'Association des maires de France avaient exprimé leur souhait de mettre fin à cette obligation masquée de rattachement à un courant politique dans les communes de moins de 3 500 habitants, obligation qu'ils estimaient contraire à la réalité de la vie locale marquée par des listes d'union, et je les cite, « fondées sur la mise en commun d'énergie au service de la collectivité ». Comme eux, nous connaissons bien ici les réalités de la vie locale et nous savons tous que dans beaucoup de petites communes, l'engagement politique de nos concitoyens correspond avant tout à la volonté de défendre les intérêts locaux propres à chaque territoire, sans que cet engagement n'impose un rattachement à un parti politique. Cédric Zabot, directeur de l'Association des maires ruraux de France, précisait d'ailleurs, et je le cite, « qu'en partant du principe que toute la liste doit être de la même étiquette, en général celle de la tête de liste, des gens se retrouvent classés à droite alors qu'ils sont de gauche et inversement. C'est, ajoutait-il, une source de confusion et de désinformation des citoyens et parallèlement, cela produit des statistiques qui n'ont aucun sens. » Malheureusement, dans sa réponse aux élus locaux, le ministre de l'Intérieur a estimé que la neutralité des candidats, sans étiquette, est prise en compte à travers le groupe divers, prévu dans la grille de nuances qui a vocation à rassembler toutes les listes et tous les candidats qui ne manifestent pas d'engagement politique. C'est dire qu'au-delà d'un manque cruel de connaissance de la réalité territoriale, la réponse est insatisfaisante en ce sens qu'elle valide un statu quo qui englobe sous une même dénomination des partis aussi divers que le Parti blanc,
le parti pirate, le parti d'en rire ou encore le parti homme, nature, animaux, dont on peut dire qu'ils n'ont rien à voir avec la démarche des sans-étiquette. Ainsi, s'il est vrai que le dispositif de rattachement ou de la nuance politique préexistait avant la loi du 17 mai 2013, s'il est vrai que sa pertinence est reconnue dans les grandes villes ou les centres urbains afin de permettre aux pouvoirs publics et aux citoyens de disposer de résultats électoraux faisant apparaître des tendances politiques locales et nationales et de suivre ces tendances dans le temps. De toute évidence, l'ajustement et la précision que nous proposons ici, en épargnant les communes de moins de 3 500 habitants, permettra de faire vivre les sensibilités locales en donnant le véritable reflet des forces politiques en présence qui ne peuvent pas se rattacher forcément à la droite ou à la gauche. Afin de rétablir cette réalité, je vous propose d'introduire 2 assouplissements pour les communes de moins de 3 500 habitants. D'une part, permettre aux candidats de présenter des listes dénommées sans étiquette, distinctes des listes diverses, et d'autre part, de supprimer l'obligation faite aux préfets d'attribuer des nuances politiques dès lors que les candidats ne revendiquent pas eux-mêmes une telle nuance. S'agissant de l'instauration d'une mention sans étiquette, comme vous l'aurez compris, il aurait suffi d'une modification du décret du 30 août 2001 pour que la raison l'emporte. Mais tel n'a pas été l'état d'esprit du ministre de l'Intérieur alors, pourtant alerté par les élus municipaux. C'est donc, mes chers collègues, par la loi que nous pourrons surmonter ce mur réglementaire. Les articles de cette proposition de loi visent les déclarations de candidature et permettent que les candidats puissent se présenter sans étiquette dans le cas où ils souhaiteraient ne pas se rattacher ni à un parti ni à une nuance politique. L'article 1 modifie donc l'article L. 255-4 du Code électoral qui concerne les communes de moins de 1 000 habitants soumises au scrutin majoritaire, et l'article 2 modifie l'article L. 265 du Code électoral qui concerne les communes de 1 000 à 3 499 habitants, dorénavant soumises au scrutin proportionnel. S'agissant de l'obligation faite au préfet d'attribuer des nuances politiques dans les communes de moins de 3 500 habitants, dès lors que les candidats ne revendiquent pas eux-mêmes une telle nuance. Le rattachement forcé à une nuance politique est incompatible avec la libre expression des sensibilités locales, mais également avec la démarche même des candidats sans étiquette. En effet, ces types de listes réunissent pour la plupart un certain nombre de candidats animés par la volonté de mettre leurs compétences au service de la municipalité. Beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs souvent issus de la société civile ou ont exercé des fonctions locales sans vouloir appartenir à un courant politique. De plus, l'union locale permet, dans certaines circonstances, de réunir des sensibilités différentes, jusque-là dispersées, de telle sorte qu'il est impossible que cette liste puisse être attachée à un courant particulier, sans que cela ne se fasse au détriment d'autres composantes de la liste. Nous sommes tous unanimes pour dire que les élus locaux souffrent d'un déficit de confiance généralisé qui se traduit par une abstention massive, un vote blanc ou même un vote extrême relativement important. L'actualité nous en a encore fourni une preuve navrante aux récentes élections européennes. Aussi, dans de telles circonstances, c'est une force pour la République et pour la démocratie que de voir des femmes et des hommes s'unir dans un engagement commun au service de la chose publique. Les idées qu'ils portent et les propositions qu'ils avancent sont une richesse inestimable, permettant de surpasser les a priori, les dogmatismes ou les idéologies. Voilà pourquoi il m'a semblé important de préciser que dans les communes de moins de 3 500 habitants, ni le ministre de l'Intérieur ni le représentant de l'État dans le département ne peuvent attribuer une nuance ou la rectifier sans l'accord du candidat. Chers collègues, tel est l'objet donc de la proposition de loi que je vous présente et qui nous permettra, je l'espère, de trouver un accord au-delà du rattachement à une étiquette politique. Je vous remercie. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la Commission des lois. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues,
Les dernières élections municipales se sont déroulées les 23 et 30 mars dernier, connaissant de profondes modifications dans le mode de scrutin suite à l'adoption de la loi du 17 mai 2013. Déjouant de nombreuses craintes, ces élections se sont déroulées sans provoquer de dysfonctionnement majeur. À titre personnel, je n'hésiterai pas à dire que pour sa partie concernant les élections municipales, la loi du 17 mai 2013 a même introduit plusieurs innovations bienvenues. Le scrutin municipal a connu 2 profondes modifications que je vous rappelle pour comprendre le contexte dans lequel s'inscrit cette proposition de loi. D'une part, le seuil démographique à partir duquel l'élection a eu lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et non au scrutin majoritaire plurinominal a été abaissé de 3 500 à 1 000 habitants. D'autre part, pour l'ensemble des candidats dans toutes les communes, il est désormais obligatoire de déposer préalablement à l'élection une déclaration de candidature. Cette dernière modification a eu des répercussions sur la collecte des données personnelles révélant l'appartenance politique des candidats et des élus. Cette question a suscité une vive émotion que les associations d'élus, AMRF et AMF en tête, ont relayée. M. Jacques Pélissard, président de l'AMF, vous a d'ailleurs, Monsieur le ministre, adressé un courrier en mars dernier sur ce sujet. La proposition de loi dont le Sénat est aujourd'hui saisi, déposée à l'initiative de notre collègue Jean-Claude Carle, tente de répondre aux réactions qui, dans les communes comprises entre 1 000 et 3 500 habitants, ont surgi lors du dépôt des candidatures voici 3 mois. Notre collègue Jean-Claude Carle a parfaitement fait rappeler dans son intervention l'émoi, pour ne pas dire l'incompréhension, face aux demandes faites par les services préfectoraux aux candidats d'indiquer une nuance politique. J'ai reçu une contribution écrite de l'Association des maires ruraux de France qui reproduit plusieurs témoignages spontanés reçus par cette association nationale. Certains élus y font état de leur stupéfaction devant les demandes de l'administration préfectorale. D'autres n'hésitent pas à considérer le comportement de l'administration comme, je cite, « et même si ces propos sont excessifs, ils relèvent un certain malaise, voire l'état d'esprit actuel des élus locaux ». Et je les cite, « scandaleux, inadmissible, méprisable, révoltant ». Je vous livre le témoignage d'une autre tête de liste qui considère tout simplement qu'en choisissant sur demande pressante de l'administration une nuance politique pour sa liste, il avait le sentiment de trahir ses colistiers au regard des conditions dans lesquelles ils s'étaient tous engagés. Je n'ai nul besoin d'insister sur cet état de choses. Nous avons tous été interpellés dans nos circonscriptions et vous avez été certainement, Monsieur le ministre, et vous avez certainement eu, Monsieur le ministre, aussi des retombées identiques par les services déconcentrés de l'État. Pour comprendre le texte qui nous est soumis aujourd'hui, je rappellerai, comme en commission, le cadre du droit actuel. Les informations collectées à l'occasion des élections alimentent 2 traitements de données gérés par le ministère de l'Intérieur, l'un sur les candidats, l'autre sur les élus. Dans ce cadre, il convient de distinguer l'étiquette politique de la nuance politique, ce qui éclairera sans nul doute la suite de notre débat. En effet, le candidat choisit librement d'adopter ou non une étiquette politique. Son choix s'impose alors naturellement à l'administration. Un élu a d'ailleurs la faculté de modifier son étiquette politique au cours de son mandat, ne serait-ce par exemple si son parti de rattachement disparaît ou s'il choisit d'adhérer à un autre parti. Parallèlement à l'étiquette politique, l'administration attribue une nuance politique aux candidats, puis aux élus en fonction d'une nomenclature fixée par le ministère de l'Intérieur et présentée aux candidats lors du dépôt de sa propre candidature. Elle se fonde sur plusieurs éléments que le ministre ne manquera pas de préciser. En tout état de cause, il n'existe pas de nuance sans étiquette, mais seulement une rubrique autre. Cette rubrique forme une mosaïque impressionnante qui regroupe par exemple les partis antifiscalistes, sympathiques au demeurant, les partis religieux, les partis socio-professionnels, les partis régionalistes, le parti pirate et même le parti d'en rire, qui ne mérite pas non plus un moindre intérêt. L'exposé des motifs de la proposition de loi l'explique particulièrement bien, et je cite Jean-Claude Carle. Il y a une différence fondamentale entre la plupart des listes des petites communes qui se définissent sans étiquette et des listes divers, car les premières n'ont pas de sensibilité politique revendiquée, tandis que les secondes en ont une, même si elle est marginale, voire originale pour certaines d'entre elles. La commission des lois a totalement souscrit à ce constat. Quelles sont en fait les situations qui se présentent? Tout d'abord, dans les communes de moins de 1 000 habitants, les candidats ne font pas l'objet d'un nuançage et parmi les élus, seul le maire se voit attribuer une nuance politique.
Pour les autres communes, un mandataire dépose la déclaration de candidature avec éventuellement une étiquette politique. L'administration opère ensuite son nuançage politique à partir des déclarations et des indices qu'elle peut ou qu'elle a pu recueillir. Les candidats découvrent alors, parfois dans la presse, la nuance politique qui leur est attribuée. Cette nuance politique reste conservée au sein du fichier géré par le ministère de l'Intérieur. Cette situation crée des incompréhensions, voire des divisions internes à une même liste, quand des candidats découvrent qu'ils ont été affublés d'une nuance politique dans laquelle ils ne se retrouvent absolument pas. C'est le cas évidemment des listes que l'on appelait unions communales, que nous avons tous rencontrées dans nos divers départements, rassemblant des candidats de toutes tendances politiques qui parfois ne connaissent pas entre eux leurs préférences politiques. Entre 1 000 et 3 500 habitants, cette hypothèse est légion. Je me fonde sur les statistiques que le ministère de l'Intérieur a bien voulu me transmettre. Aux dernières élections municipales, dans 41% des communes de 1 000 à 3 500 habitants, voire dans 46% des communes de 1 000 à 2 000 habitants, une seule liste se présentait, ce qui est souvent le cas et le témoignage d'une liste transpartisane. Votre commission des lois a donc estimé que la proposition de loi était fondée pour deux raisons. La première raison tient au respect du choix politique des candidats des élus. Je le dis, une nuance politique ne doit pas être imposée à des candidats dans les communes de moins de 3 500 habitants, car la constitution de listes localement ne correspond pas forcément au jeu politique national. S'il ne choisit pas d'étiquette politique, il doit rester sans étiquette, y compris lors du choix par l'administration d'une nuance politique. La seconde raison est qu'il existe, Monsieur le Ministre, une marge d'erreur trop importante lorsque les services préfectoraux attribuent des nuances politiques dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants aux listes et aux candidats. Je ne m'appesantirai pas sur des exemples concrets, mais les informations qui permettront le soir du scrutin, notamment au ministre de l'Intérieur, de donner des tendances nationales doivent reposer sur des bases solides. Or, des nuances politiques attribuées parfois aux jugés risquent de fausser l'exercice, car, je le répète, des listes peuvent abusivement être considérées divers droite ou divers gauche. Je me permets d'ailleurs de souligner qu'avant 2013, le travail de nuançage ne portait pas sur les communes de moins de 3 500 habitants, ce qui ne suscitait aucun problème au ministère de l'Intérieur pour dégager des tendances nationales. Pour toutes ces raisons, votre commission des lois a approuvé cette proposition de loi sous réserve de l'adoption de deux amendements formels que je lui ai proposés. Ce texte, qui a vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire national, introduit en fait deux règles claires. Pour toute élection, un candidat ou un élu peut choisir son étiquette politique, ce qui est en fait le droit actuel, et c'est sa propre liberté. S'agissant de la nuance politique, deux situations sont à distinguer. Pour l'élection municipale dans les communes de moins de 3 500 habitants, aucune nuance politique n'est attribuée si le candidat ou l'élu n'a pas lui-même fait connaître son étiquette politique. Pour les autres communes et les autres élections, le droit actuel demeure. À l'initiative de notre collègue Isabelle Lajoux, que je salue, qui a participé avec moi aux diverses auditions, votre commission des lois a précisé l'information qui devait être délivrée par l'administration lors des dépôts de candidature, à savoir, premièrement, la liste des nuances politiques utilisée par le ministère de l'Intérieur pour l'élection concernée, ce qui consacre une pratique actuelle imposée par la CNIL. Deuxièmement, le droit d'accès et de rectification dont les candidats disposent sur le traitement de données dans le cadre de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces précisions sont bienvenues et rappellent utilement que la loi du 6 janvier 1978 offre un réel droit de rectification dans les conditions de droit commun. À titre de conclusion, je ne vous cacherai pas qu'en commission, la question du caractère réglementaire de ce texte s'est posée. Caractère réglementaire que l'auteur, et je salue Jean-Claude Carle, lui-même s'est posé dans la proposition de loi et qu'il admet dans l'exposé de ses motifs. Mais je crois que l'intérêt de ce texte, qui pose un cadre clair pour l'attribution des étiquettes et des nuances politiques, me permet de lever nombre d'inquiétudes et surtout de provoquer le débat. Il est l'occasion d'une interpellation du gouvernement pour qu'il puisse répondre aux questions que nous soulevons au nom des élus locaux. Monsieur le ministre, je vous poserai donc en fin de compte qu'une seule question, pour savoir si le gouvernement envisage à minima de toiletter le décret du 5 juillet 2001 qui crée le fichier des élus et des candidats aux élections du suffrage universel, afin que les règles soient plus accessibles et mieux connues par nos concitoyens, ce qui, je pense, permettra de lever plusieurs ambiguïtés et donc, de fait, plusieurs inquiétudes. Au bénéfice de ces observations,
votre commission des lois vous invite, mes chers collègues, à approuver en l'état la proposition de loi qu'elle a elle-même adoptée. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je pourrais commencer mon propos en vous disant que pour un Normand, l'esprit de nuance est une seconde nature. Et je pense que Philippe Bas et René Garrec ne me contrediraient pas, et Jean-Claude Lenoir. Bon. Mais ce serait une manière... Absolument. Mais ce serait une manière de faire diversion sur un sujet sérieux sur lequel vous appelez à une discussion que je souhaite la plus riche et la plus approfondie possible. Et je dois vous dire que je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi pour l'examen de cette proposition de loi de Monsieur Jean-Claude Carle, dont je sais qu'elle a eu un succès unanime auprès des différents commissaires aux lois la semaine passée. Ce texte, déposé le 14 mars 2014, relaie de nombreuses plaintes de candidats et des critiques parfois assez vives de la part d'associations d'élus dont j'ai très largement été informé et qui m'ont été communiquées à l'occasion des élections municipales. Dans ma responsabilité de ministre de l'Intérieur, comme ministre des élections, je suis, comme vous, très attaché à la démocratie locale et plus particulièrement au pouvoir des maires. J'ai été très sensible aux diverses oppositions qu'ont pu susciter le système de nuançage introduit à l'occasion du renouvellement municipal de 2014 et je cherche, comme vous, à arrêter un dispositif ou à trouver une solution qui permette de répondre à cette préoccupation. Je souhaiterais néanmoins porter à votre connaissance plusieurs éléments de réflexion par souci de clarté de notre débat, par souci également de préciser avec vous la signification de tous les concepts. D'abord, je voudrais rappeler la distinction entre étiquette politique et nuançage. L'étiquette politique relève d'un choix libre des candidats sur leur déclaration de candidature. Ils peuvent d'ailleurs préférer ne pas en choisir et se déclarer sans étiquette. Le nuançage, en revanche, relève du seul ministère de l'Intérieur qui, en fonction des sensibilités des candidats, de leur déclaration, leur attribue une nuance qui ne correspond pas nécessairement à l'étiquette déclarée. Assurée par les préfectures, la distribution d'une nuance politique a pour objet exclusif d'analyser finement les résultats des élections. Ensuite, et ce sera mon deuxième point, je voudrais revenir sur la genèse de ce nuançage généralisé aux communes de plus de 1000 habitants et qui est le sujet qui, plus particulièrement, nous préoccupe aujourd'hui. Avant les élections municipales et communautaires de mars 2014, le décret du 30 août 2001 permettait au ministère de l'Intérieur de procéder au nuançage politique des candidats aux élections municipales exclusivement, j'insiste sur ce point, dans les communes de 3500 habitants et plus. Le seuil du nuançage correspond donc à celui à partir duquel s'applique le scrutin proportionnel. Ce n'est donc pas un seuil discrétionnaire. La loi du 17 mai 2013 ayant abaissé le seuil du scrutin de liste aux élections municipales aux communes de 1000 habitants et plus, le ministère de l'Intérieur a demandé à la Commission nationale informatique et liberté l'autorisation d'étendre le nuançage aux candidats de communes de 1000 à 3500 habitants. La démarche était d'ailleurs, de la part du ministère de l'Intérieur, assez logique. Tel est le sens de la délibération du 19 décembre 2013 de la CNIL, qui complète le décret de 2001. Et tel est, si j'en crois vos interventions et si j'en comprends le sens, l'objet de votre mécontentement. Je dois à la vérité de dire que plusieurs préfectures m'ont alerté, à la fois sur les objections de certains candidats qui estimaient que l'électeur pourrait être trompé par une nuance qu'ils estimaient en contradiction avec la réalité, le sens de leur candidature,
mais également sur les nombreuses demandes de rectification de nuances déposées par des candidats qui se jugeaient mal nuancés à l'occasion de l'élection. Je comprends les critiques dont ce dispositif est l'objet et bien entendu je souhaite avec vous, monsieur le sénateur, vous, monsieur le rapporteur, répondre à ces critiques. Cependant, je ne crois pas que la remise en cause pure et simple du nuançage dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants, comme vous le proposez, soit la bonne manière d'apporter une réponse à la préoccupation qui est la vôtre et que je comprends. La proposition de loi telle qu'elle est présentée pose d'abord un problème de droit, qui est un problème de hiérarchie des normes. En aménageant le nuançage dans les communes de moins de 3 500 habitants par voie législative, la proposition de loi vise à modifier des règles qui relèvent d'une délibération de la Commission nationale informatique et liberté et se trouve ainsi en contradiction avec la hiérarchie des normes. En outre, la distinction entre communes de plus de 3 500 habitants et de moins de 3 500 habitants avait un sens avant la loi du 17 mai 2013, puisqu'elle se fondait, comme je l'ai rappelé, sur le seuil d'application du scrutin de liste. Le scrutin de liste existe désormais pour toutes les communes de plus de 1 000 habitants. Et votre proposition de loi, qui permet aux candidats des seules communes de 1 000 à 3 500 habitants de refuser tout nuançage, me semble par conséquent de nature à remettre en cause le principe d'égalité. Donc un problème, 1, de hiérarchie des normes, 2, un problème de principe de droit à travers l'évocation du principe d'égalité. Enfin, il me semble justifié et légitime de conserver la pratique du nuançage. C'est le troisième argument. L'argument selon lequel il n'y aurait pas de débat politique dans les petites communes est très largement contredit par les chiffres et par la réalité de ce qui se passe dans ces petites communes où la vie démocratique est extrêmement riche. Et je veux évoquer là quelques chiffres. Plus de la moitié, 60% pour être précis, des 6 784 communes de 1 000 à 3 500 habitants ont été le théâtre d'un affrontement démocratique entre au moins 2 listes. Vous reconnaîtrez que ce chiffre atteste au moment des élections sur ces communes de petite taille. Cela témoigne d'un débat démocratique extrêmement vif, d'un débat politique existant dont nous pouvons d'ailleurs nous réjouir car cela est bon pour la démocratie. Cependant, pour éviter que le nuançage ne donne lieu à de nouvelles polémiques, il me semble qu'il faut le cantonner à son objet d'analyse politique, en faisant en sorte qu'il n'interfère pas avec le débat public. C'est-à-dire que la bonne solution pour répondre à la préoccupation, me semble-t-il, du sénateur Carle, c'est de faire en sorte que nous ayons un élément d'analyse du scrutin dont nous avons besoin et qui explique l'existence du nuançage, qui ne vienne pas contrarier le déroulement de la campagne en créant des ambiguïtés, des zones floues entre le candidat et ses électeurs. Et c'est bien en effet du débat public, ouvert, démocratique, que relève la discussion autour de l'appartenance politique, réelle ou proclamée des candidats. Il ne revient pas à l'État, et a fortiori dans l'État au ministère de l'Intérieur, d'arbitrer ce débat. Aussi, je propose que ce soient les étiquettes déclarées par les candidats, et seulement celles-ci, qui soient désormais publiées pendant la campagne électorale, les nuances ne l'étant qu'après la promulgation du résultat des élections à des fins d'analyse des résultats du scrutin. Ce que je vous propose donc, c'est un esprit, des institutions et une pratique. Un esprit, c'est celui de votre proposition de loi que je souhaite conserver, parce que cet esprit me semble répondre à des critiques légitimes. Des institutions, ce sont les pratiques de nuançage utiles que le ministère de l'Intérieur souhaite garder dans toutes les communes utilisant le scrutin de liste. La pratique, enfin, c'est celle que je vous propose de mettre en œuvre dès après l'adoption de votre texte, à savoir un nuançage rendu public uniquement après la fin des opérations de vote, de manière à ce que celles-ci ne s'en trouvent pas troublées. C'est d'ailleurs le sens de l'amendement que j'ai déposé de façon constructive au nom du gouvernement et qui vise à atteindre plusieurs objectifs. D'abord, retirer toute référence
au seuil de 3 500 habitants pour éviter toute différence de traitement entre les communes élisant les conseillers municipaux au scrutin de liste. Cette différence de traitement ne se justifie pas, elle pose un problème de principe. Deuxièmement, l'amendement prévoit que les candidats mentionnent dans leur déclaration de candidature leur étiquette politique, selon les termes qu'ils définissent librement, et en pouvant bien entendu au moment du scrutin se déclarer librement sans étiquette, sans que cette déclaration se trouve à aucun moment du scrutin contrariée. Le dispositif du nuançage politique des candidats demeurerait inchangé, mais sa publicité serait rendue interdite avant la fin des opérations de vote. Mesdames et messieurs les sénateurs, Mona Ozouf montre dans un essai sur Jules Ferry que sa grande œuvre, bien plus encore que les lois scolaires, a été l'avènement de la démocratie à l'échelon local, avec la loi notamment du 28 mars 1882 sur l'élection des maires pour toutes les communes, puis la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation des pouvoirs municipaux. La mairie fut constituée sur le modèle réduit d'une république parlementaire. Je sais que vous souhaitez, mesdames, messieurs les sénateurs, vous inscrire dans cet équilibre cher à Jules Ferry entre un État fort, garant de l'unité, et une riche vie communale, garante de la complexité. Vous avez, pour atteindre cet objectif, mon plein et entier soutien. Je tiens à remercier le sénateur pour sa proposition, le rapporteur pour sa contribution très utile, le président de la commission des lois qui a su orchestrer ce débat. Et je pense que notre discussion d'aujourd'hui, à travers les propositions faites par le gouvernement, qui reprennent intégralement la préoccupation formulée par le sénateur Carle, doit permettre d'aboutir à un bon compromis, en tous les cas au moment où nous ouvrons ce débat sur les articles de cette proposition. L'état d'esprit du gouvernement est celui que je viens de vous dire, c'est-à-dire un état d'esprit ouvert. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Pierre Jarlier pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi est la bienvenue sur les bancs centristes car, dans un contexte de crise de confiance entre la population et nos institutions, l'élu local reste le garant du bon fonctionnement de notre démocratie de proximité. Il doit donc pouvoir s'engager librement et sans étiquetage particulier s'il le souhaite, ce qui n'est plus vraiment le cas depuis les lois organiques et ordinaires du 17 mai 2013. En mars dernier, les électeurs de toutes les communes de plus de 1000 habitants ont élu leurs conseillers municipaux selon le mode de scrutin à la représentation proportionnelle. Dans de nombreuses communes, ces évolutions répondaient à une attente forte des élus qui souhaitaient la mise en place de majorités claires, issues d'une campagne dans laquelle le projet électoral devait primer sur les considérations personnelles. Mais il y a un autre changement induit à caractère réglementaire auquel nous ne nous attendions pas, qui a suscité un réel malaise. Les candidats des communes de 1000 à 3500 habitants ont dû, pour la première fois, et à leur plus grand étonnement, remplir une liste d'informations partisanes destinée à constituer un fichier des élus. Concrètement, les candidats peuvent attribuer une étiquette à leur liste, c'est-à-dire à leur formation politique. Cette étiquette, si elle est librement renseignée, doit cependant être retenue parmi une nomenclature fixée par le ministère de l'Intérieur. Dans le même temps, la préfecture a, elle, l'impératif d'affecter une nuance au candidat, autrement dit, pour être plus clair, le courant de pensée politique. Cette nuance est attribuée de manière discrétionnaire par les services de la préfecture, sur la base d'un faisceau d'indices, ce qui est profondément choquant, et provoque des erreurs manifestes qui peuvent susciter l'incompréhension, pour ne pas dire plus, comme l'a indiqué tout à l'heure le rapporteur. La nomenclature de l'administration est exhaustive, et parmi les choix possibles figure, au-delà des partis traditionnels, la rubrique divers, regroupant par défaut les autres sensibilités politiques, partis antifiscalistes, religieux, socioprofessionnels, régionalistes, pour ne citer que ces exemples. Et la rubrique sans étiquette, pourtant tout à fait légitime, ne figure nulle part, alors même que de nombreux candidats ne se reconnaissent dans aucune de ces sensibilités, car ils sont avant tout animés par une volonté d'agir au service de leur territoire. Une position qui se conçoit d'autant mieux, il faut bien le reconnaître, au moment où les partis politiques ne bénéficient pas dans l'opinion d'une très bonne image. C'est le moins qu'on puisse dire, tous les sondages d'opinion le démontrent.
Notamment, on peut même imaginer qu'aujourd'hui, pratiquement, on est à moins de 10% de code de confiance, ce qui est quand même assez peu. Ce fichier des élus n'est pas une nouveauté. Il existe déjà pour les communes de 3 500 habitants et plus et suscite depuis son origine des incompréhensions. Le scrutin de mars 2014, en élargissant la proportionnelle aux communes de 1 000 habitants et plus, a permis de souligner massivement les dysfonctionnements liés au renseignement de ce fichier. De nombreuses voix se sont élevées, notamment dans les communes rurales, pour dénoncer cette situation qui, d'une certaine façon, nuit à la libre expression de l'action publique, et les associations nationales d'élus se sont donc largement mobilisées. Deux problèmes se posent clairement, celui des étiquettes et nuances répertoriées, et celui du caractère arbitraire des nuances attribuées par l'administration aux candidats. S'agissant des notions d'étiquette et de nuances, elles ont peu de sens dans les 6 659 communes où s'applique désormais cette règle. En effet, beaucoup de candidats de petites communes forment les listes recueillant en leur sein des sensibilités politiques extrêmement diverses. Ces personnes s'engagent et se rassemblent dans l'optique d'œuvrer pour le bien commun de leur village, de leur ville ou de leurs habitants. Et les listes sont constituées majoritairement sans considération politique. Et le plus souvent, une liste d'entente se forme au-delà des clivages partisans pour présenter une candidature unique. Et notre rapporteur Jean-Patrick Courtois l'a très bien rappelé, lors du scrutin de mars 2014, cela a été le cas dans 41% des communes de 1 000 à 3 500 habitants et près de 50% dans les communes de 1 000 à 2 000 habitants. On imagine ce qui se passe dans les communes en dessous de 1 000 habitants. Ces listes ne peuvent donc être libellées sous la rubrique « diverses ». La notion « diverse » implique en effet une revendication politique, mais qui est difficile à classer au regard de l'échiquier politique traditionnel. En revanche, la notion de « sans étiquette » reconnaît le caractère apolitique et non partisan de la liste conduite. Autrement dit, et pour reprendre les propos de notre rapporteur, les listes sans étiquette n'ont pas de sensibilité politique revendiquée. Bien souvent, et je dirais de plus en plus souvent, ce n'est pas l'appartenance au parti qui crée la confiance des électeurs dans les scrutins locaux. Bien au contraire, c'est la qualité de l'engagement, la présence sur le terrain et la volonté d'agir pour le mieux vivre ensemble pour le territoire, au-delà de toute considération partisane, qui sont en réalité récompensées. La reconnaissance de cette capacité de rassemblement des forces vives par la création d'une catégorie sans étiquette participerait donc, à sa mesure, à la rénovation de notre démocratie locale. Elle répondrait en effet à une réelle attente des électeurs et à un mouvement croissant éloigné des clivages partisans. C'est le sens de la notion de sans étiquette qu'introduit cette proposition de loi. Le second problème soulevé lors des élections de mars dernier porte sur l'obligation faite aux préfets d'attribuer des nuances dans les communes de moins de 3 500 habitants, dès lors que les candidats ne revendiquent pas eux-mêmes une telle nuance. De fait, les listes dites d'intérêt général sont très difficiles à classer. Cette attribution autoritaire d'une nuance politique, basée sur un faisceau d'indices, la déclaration du candidat et son éventuelle renommée sur le terrain, est sujette à d'importantes marges d'erreur. Pour preuve, les réclamations formulées par de nombreux maires qui se sont vus attribuer des nuances sans aucun lien avec la réalité de leur engagement citoyen et politique. À cet égard, cette proposition de loi, qui vise aussi à supprimer l'obligation de nuance faite à l'administration pour les communes de moins de 3 500 habitants, va dans le bon sens. Comme pour les étiquettes, chaque candidat doit pouvoir décider librement de la nuance qui lui correspond, alors qu'elle lui est attribuée arbitrairement par l'administration, ce qui est pour le moins mal vécu par tous les intéressés. Mais attention, cette nuance, lorsqu'elle est revendiquée par les candidats, doit aussi être cohérente avec la réalité et, à contrario, le préfet doit y être attentif pour éviter toute manipulation de l'opinion. Ce sujet est donc plus complexe qu'il n'y paraît. Malheureusement, en février dernier, le ministère de l'Intérieur a décidé de ne pas prendre en compte les remarques de l'AMF, mais aussi de l'Association des maires ruraux, sur la création de la catégorie sans étiquette qui relevait pourtant du bon sens. Ce refus de reconnaître la distinction évidente entre une liste dite divers et une liste sans étiquette, comme pour les communes de 1 000 à 3 500 habitants, nous oblige maintenant ici au Sénat, et malgré le caractère réglementaire de cette question, à nous saisir de ce sujet sensible, et il ne peut rester sans réponse. C'est la réalité sur le terrain, ce n'est pas l'étiquette politique. La réalité sur le terrain, c'est l'engagement, et c'est les hommes et ces femmes pour la République, sans se préoccuper bien souvent de savoir si la vision et l'ambition qu'ils ont pour leur territoire sont de droite, de gauche ou de toute autre tendance. Et c'est bien dans ces conditions que se constituent les équipes unies, dont la seule préoccupation est d'agir efficacement pour la commune. J'ajoute que c'est ce qu'attendent nos concitoyens.
Nous voterons donc cette proposition de loi telle qu'elle est présentée par notre rapporteur, qui s'inscrit dans le sens du combat que nous menons depuis des années en faveur d'une démocratie rénovée, loin de tout clivage dogmatique. Car, mes chers collègues, le parti d'une très grande majorité des élus, c'est d'abord leur territoire. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Éliane Assassi pour le groupe CRC. Comment ça va? Vous allez bien? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le juriste et homme politique britannique James Bryce affirmait que si les institutions sont au corps politique ce que le squelette est à l'organisme humain, les partis politiques en constituent les muscles et les nerfs. Ce sont bien les partis politiques qui, dans leur diversité, contribuent au bon fonctionnement de la démocratie, qui la font vivre, comme l'affirme d'ailleurs l'article 4 de notre Constitution. Il me paraît donc primordial de réaffirmer ici toute l'importance qu'ont ces partis politiques en préambule de mon intervention, donc sur la reconnaissance des candidats sans étiquette. J'y tiens, car, cela a été dit, la tendance à la méfiance et au dénigrement des partis politiques, accompagnée d'une revendication de soi-disant dépolitisation et de neutralité, recèle en réalité un danger important pour la démocratie. Et pour reprendre l'expression toujours de M. James Bryce, leur disparition reviendrait à décharner notre squelette institutionnel. En outre, cette soi-disant dépolitisation incarnée par l'absence d'étiquette relève souvent plus d'une posture et d'une récupération politicienne que d'une neutralité politique dont on ne sait d'ailleurs trop ce qu'elle signifie. Faire de la politique signifie faire des choix et prendre des positions. Et il n'existe pas de décision et de choix neutres. En outre, force est de constater, pas tous certes, mais que la plupart de ceux qui revendiquent de n'être affiliés à aucun parti sont tout de même bel et bien rattachés à la droite. Pour en venir au cœur du débat, cette proposition de loi entend permettre aux candidats de se présenter aux élections municipales avec la nuance sans étiquette dans les communes de moins de 3 500 habitants. Cette proposition de loi fait suite aux dernières élections municipales lors desquelles des listes souhaitant se présenter sans étiquette se sont vues attribuer des nuances politiques qu'elles ont découvertes lors de la parution du fichier officiel des candidatures diffusé par le ministère de l'Intérieur et qui ne les satisfaisait pas toujours. Depuis cette année, le mode de scrutin des communes de 1 000 à 3 500 habitants est aligné sur celui des plus grandes communes. Outre l'obligation de déposer des listes complètes et paritaires, les candidats ont dû déclarer une nuance politique, donc, conforme à la nomenclature officielle établie par le ministère de l'Intérieur pour, je cite, « permettre une meilleure connaissance et compréhension des équilibres politiques nationaux et apporter un éclairage aux citoyens sur l'offre politique qui a lieu à un moment donné de notre histoire ». La nuance est attribuée par l'administration, elle se veut distincte de l'étiquette choisie par le candidat et du parti politique. La nuance est plus large et correspond à un parti, un mouvement ou une tendance politique. À gauche, la nomenclature distingue par exemple les listes socialistes, des listes d'union de la gauche, investies par le PS et un autre parti de gauche, et des listes divers gauche qui incluent le parti radical ou le mouvement républicain et citoyen. Les candidats se déclarant sans étiquette se sont donc vus attribuer une nuance par les préfectures, pas toujours en cohérence avec les sensibilités des listes. Rappelons quand même qu'il existe une catégorie divers qui pourrait éviter toute référence partisane et qui semble suffisante pour refléter les listes d'union entre guillemets neutres ou transpartisanes. C'est d'ailleurs sous cette catégorie que de nombreuses préfectures ont classé les listes refusant la nuance gauche-droite. Rappelons enfin que les candidats qui s'estiment mal classés ont pu déposer un recours pour contester la nuance qui leur a été attribuée, mais en plus, l'ajustement ne doit pas se faire au niveau de la loi, mais plutôt au niveau de la préfecture qui, certes, pourrait affiner son travail quand même sur les nuances politiques. Dès lors, faut-il légiférer pour corriger ces erreurs ? Nous ne le pensons pas. Il nous appartient, me semble-t-il en tout cas, de redonner tout son sens à l'engagement politique parfois
cachés à des fins politiciennes. Alors, à quelques jours de l'ouverture de la campagne des élections sénatoriales, nous nous interrogeons sur la pertinence de cette proposition de loi qui amplifie l'inflation législative plus qu'elle ne clarifie la situation pour les communes de moins de 3 500 habitants. Cela dit, le débat est posé, la question est posée, débattons-en cet après-midi, mais pour tout vous dire, et pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, je vous informe que mon groupe s'abstiendra sur cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. La parole est à Madame Isabelle Lajoux pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, lors du scrutin municipal des 23 et 30 mars dernier, la procédure électorale visant à attribuer des nuances politiques aux listes souhaitant se présenter sans étiquette a provoqué un vif émoi dans les petites communes. Le phénomène a pris une ampleur inédite, tant la loi sur les élections du 17 mai 2013 a considérablement modifié la donne pour les communes rurales. En effet, outre l'obligation de déposer des listes complètes et paritaires, les candidats ont dû déclarer une étiquette politique et se sont vus attribuer une nuance politique conforme à la nomenclature officielle établie par le ministre de l'Intérieur. Dès lors, l'abaissement du seuil de scrutin de liste de 3 500 à 1 000 habitants a eu pour conséquence, dans plus de 6 600 communes supplémentaires, d'entraîner les candidats vers un classement politique effectué de manière discrétionnaire par le préfet. Aussi, les candidats se déclarant sans étiquette n'ont-ils pas apprécié de se voir attribuer une nuance politique en fonction d'une grille préétablie, celle-ci ne comportant pas de catégorie, sans étiquette ou non inscrit. Cette classification obligatoire instaurée par le ministère de l'Intérieur doit permettre une meilleure connaissance et compréhension des équilibres politiques nationaux et apporter un éclairage aux citoyens sur l'offre politique qui a lieu à un moment de notre histoire. Reste que ce système pose particulièrement problème dans des communes où présenter une liste sans étiquette est fréquent. Les candidats encartés y sont peu nombreux et la rareté des volontaires pour participer à la vie municipale conduit souvent à la construction de listes d'intérêt communal rassemblant des habitants hors toute appartenance partisane. Car, mes chers collègues, dans bon nombre de communes rurales, les candidats s'engagent en faveur de listes d'intérêt local, sans considération politique ou partisane, avec pour seule ambition d'œuvrer pour le bien commun de leur territoire et de leurs concitoyens, insistait l'AMF dans un communiqué peu avant les municipales. Dans sa réponse à l'AMF, Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, estimait que la neutralité des candidats sans étiquette est prise en compte, puisque la grille intègre la nuance divers, qui a vocation à rassembler toutes les listes et tous les candidats qui ne manifestent pas d'engagement politique. Mais cette réponse ne convainc pas. Nombre d'élus sans étiquette et non inscrits ne se reconnaissent pas dans des mouvements disparates, voire fantasques, que regroupe cette catégorie. L'Association des maires ruraux parle d'une classification inadaptée aux édiles des villages, tant le nuancier utilisé ne reflète pas la réalité du terrain, et demande la création de la catégorie sans étiquette dans la grille des nuances politiques attribuées par les services préfectoraux aux listes candidates. C'est précisément l'objet de la présente proposition de loi. Mes chers collègues, d'aucuns pensent avec raison que ce problème est d'ordre réglementaire, ne relevant pas de la loi, et que dès lors cette question aurait pu faire l'objet d'une proposition de résolution du Sénat réclamant au gouvernement de modifier le décret de 2001. Toutefois, saisissons l'occasion qui nous est donnée d'appeler avec force l'attention du gouvernement sur la violente protestation des élus locaux qui s'est exprimée en mars dernier. Aussi, reprenant les principes avancés par son auteur Jean-Claude Carle, le texte adopté en commission prévoit d'une part que l'étiquette politique resterait libre et d'autre part que pour les communes de moins de 3 500 habitants, aucune nuance politique ne pourrait être attribuée si une étiquette politique n'a pas été choisie. Je me félicite par ailleurs qu'il ait été adopté un amendement visant à améliorer l'information des candidats sur la liste des nuances politiques utilisées, ainsi que des droits d'accès et de rectification dont ils disposent.
Enfin, mes chers collègues, faut-il voir dans cette revendication des sans-étiquette la traduction de la défiance que semblent susciter aujourd'hui les partis politiques? Le phénomène n'est pas nouveau. En 2008, le ministère de l'Intérieur recensait 24 000 maires sans étiquette. Voyons-y plutôt l'envie de s'adresser à toute une population sans barrière politique. Tous ces candidats défendent la nécessité de fédérer des sensibilités différentes autour d'un projet qui rassemble. Nous avons tous, chacun dans nos circonscriptions, connu des villages ou des petites villes où les dernières échéances municipales ont été l'occasion d'un réveil citoyen, d'un formidable exemple de démocratie participative dépassant le clivage gauche-droite. Au-delà des étiquettes, c'est d'abord un engagement, un investissement, un dévouement sans faille au service de ses concitoyens. Et c'est, à mon avis, rendre à la politique son origine étymologique, qui est donc la science des affaires de la cité. François Hollande rappelait à Dijon en mars 2012 qu'avec le mot « maire », on peut écrire le mot « aimer ». Oui, mes chers collègues, c'est cela d'abord, s'engager dans la vie municipale d'une petite commune. Aimer son village, aimer sa ville, aimer les gens. Car dans un village ou une petite ville, la politique, c'est d'abord des gens, des jeunes, des moins jeunes, des familles, des personnes isolées, avec chacun leur histoire, leurs besoins pour se construire ou améliorer leur quotidien. Dans un village ou une petite ville, la politique, c'est surtout l'énergie et la persévérance que des équipes municipales mettent au service de leurs concitoyens. C'est une mission difficile, exigeante, parfois ingrate, mais ô combien exaltante. Alors, au moment où notre société s'enfonce malheureusement dans l'individualisme et le chacun pour soi, je crois en cet engagement citoyen au-delà des étiquettes. Mes chers collègues, encourageons cette vitalité démocratique qui s'exerce dans nos villages et incitons chacun à la prise de responsabilité. C'est pour cela, et devant la justesse évidente du problème posé, que le groupe socialiste votera ce texte. Je vous remercie. Merci, Madame Lajoux. La parole est à Monsieur Jean-Michel Baillet pour le groupe RDSE. Comment tu vas? Tu vas bien? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à l'occasion des dernières municipales, nombre d'entre nous ont été saisis par des candidats qui ont découvert, d'ailleurs souvent par voie de presse, que leur liste s'était vue attribuer une appartenance, bien sûr par la préfecture, alors même qu'ils n'avaient déclaré aucune étiquette. Plus grave, dans certains cas, la nuance attribuée arbitrairement ne correspondait pas à l'orientation ni de la tête de liste, ni de la majorité des colistiers. Or, dans la plupart des petites communes, la composition des listes, nous le savons, Monsieur le Ministre, dépasse les clivages, les sensibilités et transcende souvent les appartenances politiques. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Celles-ci, oui, sont reléguées au profit de l'intérêt de la commune. Dans ces cas, les colistiers d'horizons divers, on peut apprécier d'être assimilés à une orientation dans laquelle ils ne se reconnaissaient pas et qu'ils n'avaient pas revendiquée. Cette question se pose d'ailleurs avec davantage d'acuité depuis le vote de la loi de mai 2013, puisque le seuil à partir duquel les conseils municipaux sont élus au scrutin de liste a été abaissé de 3 500 à 1 000 habitants. Nous comprenons la volonté, Monsieur le Ministre, et j'ai envie de dire le penchant du ministère de l'Intérieur, de classer les listes en présence à des fins notamment statistiques. Ce nuancier est bien sûr présenté comme étant seulement un outil nécessaire, quoique imparfait, pour la lecture et l'analyse des résultats. Cependant, alors que les données du ministère de l'Intérieur sont reprises et diffusées, notamment par de nombreux sites d'information, nous constatons qu'il est de nature à nuire à la sincérité du scrutin. Car c'est en se basant sur les difficultés rencontrées lors des dernières élections municipales que nos collègues du groupe UMP ont déposé la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. La commission des lois a abouti à un compromis prévoyant qu'une liste, dans une commune de moins de 3 500 habitants, ne pourrait se voir attribuer de nuances si elle n'a pas déclaré d'étiquette. J'ai envie de dire, c'est bien la moindre des choses. Le gouvernement a pour sa part déposé un amendement sur ce texte qui vient quand même modifier la rédaction des alinéas 2 à 4 de l'article 1er. En substance, vous proposez de maintenir le système de nuances, mais prévoyez que ces dernières ne seront pas communiquées avant la fin des opérations de vote. La mise en œuvre, Monsieur le Ministre, de l'amendement gouvernemental ne nous paraît pas une bonne réponse. En effet, les électeurs pourront découvrir
lorsqu'ils liront les résultats, que la liste à laquelle ils ont accordé leur suffrage sur la foi, souvent, de l'étiquette politique revendiquée, s'est vue attribuer une nuance par la préfecture qui n'était pas connue au moment du vote. Au lieu d'apporter de la clarté, cette modification fait au contraire peser un soupçon de dissimulation, puisque l'on peut voter pour une liste revendiquant d'une étiquette et à la sortie constater que c'est une autre étiquette qui serait retenue trop tard après l'élection. Mes chers collègues, de surcroît, de nombreuses questions demeurent. La première concerne l'exactitude du classement. Selon les départements, certaines listes se réclamant d'une même formation ont pu être classées dans différentes nuances. En outre, je m'interroge sur la précision des résultats ventilés par nuance au regard des données transmises par le ministère de l'Intérieur et téléchargeables sur votre site Internet. Si l'on s'y réfère, on constate que 34 703 élus ont été classés comme appartenant à la nuance divers. C'est quand même considérable. En consultant le nuancier fourni par le ministère aux préfectures, nous constatons de plus que c'est presque 35 000 élus appartiendraient aux formations suivantes: Parti pirate, Parti d'en rire, CNPT, ou à des listes de partis religieux, régionalistes ou des mouvements écologistes hors Europe et l'écologie des Verts. Alors, Monsieur le ministre, sans faire insulte à ces formations, je ne crois pas que même en additionnant leurs résultats, elles comptent autant d'élus dans les conseils municipaux. Il apparaît plutôt que dans certains cas, à l'absence de l'indispensable nuance sans étiquette, les services préfectoraux ont classé dans la rubrique divers les listes ne correspondant à aucune autre. De même d'ailleurs, Monsieur le ministre, et je vous le dis, Monsieur le ministre, droit dans les yeux, je m'étonne de l'absence de certaines formations dans la nomenclature établie par le ministère de l'Intérieur. Je pense notamment à un parti que vous connaissez bien, que vous avez fréquenté, dont vous avez été membre, le Parti radical de gauche, qui ne vous est donc pas étranger. Eh bien, j'ai quand même recherché ce parti auquel j'ai un certain attachement. Dans vos nomenclatures, pas de Parti radical de gauche. Il a fallu que j'aille dans la rubrique divers gauche avec d'autres formations qui, pourtant, ne me semblent pas avoir la même représentativité que la nôtre. Et que dire du fait que l'extrême gauche, qui, elle, est prévue dans votre nomenclature, ne compte finalement que 64 élus municipaux. Donc je ne doute pas, Monsieur le ministre, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, et aussi parce que je sais votre équité, que vous allez donner des instructions immédiates pour que ces choses-là soient rectifiées. Mais tout de même, je ne m'entendais pas à cela de la part du ministre de l'Intérieur. Je sais, c'est l'héritage. C'est l'héritage. Ah, ça arrive, hein, l'héritage, mes chers collègues de droite. Vous le savez. Et après, on le porte comme un fardeau. En tout cas, mes chers collègues, en matière électorale, la recherche de simplification suit un parcours parfois complexe. Gageons que le processus législatif initié par ce texte nous permettra d'aboutir à une meilleure clarté pour nos élus, qui en manquent en ce moment quelque peu, pour les citoyens qui font le choix de l'engagement et pour l'ensemble des électeurs. Donc, Monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte nous convient, mais nous avons fait part de nos réserves concernant un certain nombre d'amendements. Donc, les radicaux qui sont favorables à cette PPL verront quel est le sort qui sera réservé à cet amendement et, en conséquence, décideront de leur vote. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Louis Masson pour le groupe non inscrit. Mais il n'y a pas d'amendement. C'est peut-être celui du gouvernement. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, chers collègues, cette proposition de loi a le mérite de poser un vrai problème. Et un problème simplement qui ne se pose pas depuis les dernières élections municipales. Et je pense qu'il ne faut pas le limiter simplement aux communes de moins de 3 500 habitants. Ce système du nuancier qui a été instauré et puis conservé par les gouvernements successifs est à mon sens, complètement contraire aux principes républicains de représentativité et de liberté d'expression des partis politiques. De quel droit mettons
inscrit-on certains partis politiques dans le nuancier et exclut-on certains autres partis politiques? De quel droit, finalement, alors que dans la Constitution, tous les partis se créent et se gèrent et se développent librement, de quel droit peut-on évincer tel ou tel parti et favoriser tel ou tel autre parti? De quel droit, dans une démocratie, peut-on obliger des citoyens, parce que les élus et les candidats, c'est des citoyens, peut-on obliger à choisir une nuance politique au sein d'une liste limitativement constituée? Donc on n'a pas le droit d'avoir une nuance politique en dehors de ce qui se trouve dans la liste. Mais je pense, pour ma part, que c'est une atteinte aux principes constitutionnels une véritable atteinte aux principes constitutionnels et aux droits des citoyens qui sont garantis par ces principes constitutionnels. Donc, je pense que ce système est extrêmement pernicieux. Et à plusieurs reprises, j'ai déjà fait des propositions de loi pour m'élever contre ce principe du nuancier, contre le fait que certains partis politiques en font partie. Donc, les élus qui sont dans un parti politique figurant dans le nuancier ont en quelque sorte la préséance sur les élus qui ne sont pas dans le nuancier et qui doivent se rabattre sur de vagues nuances, sur telle ou telle incorporation. Et puis, ma foi, s'il n'y a pas de nuance, eh ben on vous oblige quand même, on vous en met quand même une. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que si on n'a pas de nuance, s'il n'y a pas de nuance qui correspond à nos propres idées, on nous en impute une quand même. Mais c'est digne d'un régime soviétique. C'est digne d'un régime soviétique. On se voit attribuer une nuance et on n'a pas le droit de la refuser. Parce qu'il faut en avoir une. Alors, moi, je pose quand même la question, à ce niveau-là, eh bien, cela mérite, le régime actuel mérite, à mon avis, une QPC. Parce qu'il y a un certain nombre de principes constitutionnels qui sont bafoués dans ce système. Ceci étant, c'est vrai, je remercie mon collègue de dire que c'est vrai, et ceci étant, moi je suis sénateur que je considère non inscrit et sans étiquette, et je ne vois pas pourquoi on veut me caser quelque part. Bon, alors, c'est extraordinaire, parce que, avant les élections, quand on est non inscrit sans étiquette, il n'y a personne qui vous soutient, et puis après les élections, tout le monde veut nous récupérer. Donc, moi, je voudrais quand même qu'à un moment donné, eh bien, la situation soit claire. Je ne voudrais pas qu'on me récupère après les élections, alors qu'avant les élections, on n'a pas d'existence. Le seul reproche que je ferai à cette proposition de loi, c'est qu'elle limite la portée aux communes de moins de 3 500 habitants. Mes chers collègues, pourquoi serait-il anormal, dans une commune de 3 400 habitants, de se voir imposer une nuance, et pourquoi serait-il normal, dans une commune de 3 600 habitants, de se voir imposer une nuance? Je pense que ce qui est contestable, c'est le principe même du nuancier, c'est que si on veut faire un nuancier, il faut autoriser tous les partis qui veulent s'inscrire à être inscrits dans le nuancier, sans faire de favoritisme ou de choix divers, car j'ai constaté, parce que depuis un certain nombre d'années, je suis le nuancier, on voit dans le nuancier soudainement des partis qui apparaissent, soudainement des partis qui disparaissent alors qu'ils continuent à exister, mais on se demande vraiment sur quelle base finalement ce nuancier est établi. Alors, je crois, pour ma part, que cette proposition de loi a un mérite énorme, c'est de nous permettre d'en débattre en séance, et simplement, je pense qu'il serait quand même cohérent que cette proposition de loi ne s'applique pas aux gens, des communes de 3 499 habitants, et que les pauvres malheureux qui habitent dans une commune de 3 501 habitants, eux, on soit obligé de leur taxer une nuance, alors même que les braves gens élus municipaux des communes concernées sont, tout comme les élus des communes qui ont 10, 20 ou 100 habitants de moins, tout à fait en droit de souhaiter être sans étiquette ou de ne pas avoir de nuance. Merci. La parole est à Madame Esther Benbassa pour le groupe Écologie.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce texte déposé le 14 mars dernier a pris tout son sens à l'issue des dernières élections municipales. Pour bien comprendre les enjeux de cette proposition de loi, il convient d'une part de rappeler l'état actuel du droit et d'autre part d'en évaluer les conséquences pour les candidats et notamment ceux des plus petites communes. Concernant le droit en vigueur, la loi numéro 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires a modifié en profondeur le mode d'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. D'une part, le seuil démographique à partir duquel le scrutin à la représentation proportionnelle s'applique pour l'élection du conseil municipal a été abaissé à 1000 habitants. D'autre part, l'obligation de dépôt préalable d'une déclaration de candidature a été généralisée à l'ensemble des communes. À ces dispositions s'ajoute celle du décret du 30 août 2001 qui prévoit que les candidats au municipal dans les villes de plus de 3500 habitants attribuent une étiquette à leur liste, c'est-à-dire la formation politique à laquelle ils se rattachent. Parallèlement, la préfecture a le devoir de leur affecter une nuance s'ils ne le font pas eux-mêmes, c'est-à-dire le courant de pensée politique auquel ils se rattachent. La combinaison de ces différents textes a eu des répercussions particulièrement importantes sur la collecte des données personnelles indiquant l'appartenance politique des candidats et des élus. Ces derniers, soutenus dans leurs revendications par l'Association des maires de France et l'Association des maires ruraux de France, ont, dans les communes comprises entre 1000 et 3500 habitants, particulièrement mal vécu l'obligation d'indiquer une nuance politique lors du dépôt des candidatures en préfecture. À ce stade, et pour mieux appréhender le malaise, il convient de distinguer l'étiquette politique de la nuance politique. Si le candidat choisit librement d'adopter ou non une étiquette politique et peut même en changer en cours de mandat, l'administration, quant à elle, attribue une nuance politique aux candidats puis aux élus en fonction d'une nomenclature fixée par le ministère de l'Intérieur et présentée aux candidats lors du dépôt de candidature. Il n'existe alors pas de nuance sans étiquette, mais seulement une rubrique autre dans laquelle figurent par exemple les partis antifiscalistes, les partis religieux, les partis socioprofessionnels, les partis régionalistes, le parti pirate et même le parti d'en rire. C'est alors cette lacune que la présente proposition de loi propose de pallier. On le sait bien, dans les plus petites communes, les listes se forment le plus souvent au-delà de tout clivage partisan. Se voir attribuer une nuance politique par l'administration peut alors être relativement lourd de conséquences pour le scrutin, mais également tout au long du mandat. Avec le texte issu des travaux de notre commission des lois, les candidats sans étiquette ne pourront plus se voir attribuer par l'administration une nuance politique arbitraire dans les communes de moins de 3500 habitants, sous réserve qu'ils aient choisi une étiquette politique. Considérant que ce texte, qui ne doit pas être bien sûr regardé de manière partisane, atteint un équilibre qui ne peut que bénéficier à la démocratie locale, le groupe écologiste le soutiendra. Je vous remercie. Merci, madame. La parole est à monsieur Philippe Bas pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce débat intervient alors que quelques semaines nous séparent des élections municipales qui ont eu lieu dans un contexte juridique assez nouveau, lequel a provoqué un certain nombre de récriminations et l'expression d'un réel mécontentement, principalement dans nos communes rurales. Heureusement, à quelques jours du scrutin, la partie réglementaire du Code électoral a été modifiée pour ne pas imposer la présentation de la carte d'identité
au moment du vote dans les petites communes rurales. C'était déjà quelque chose de précieux pour éviter que l'accès au vote ne soit inutilement restreint. Mais il y a eu un certain nombre de dispositions nouvelles qui se sont appliquées et qui réellement soulèvent des questions qui devront être traitées. L'objet du texte dont nous discutons aujourd'hui n'est pas de les traiter toutes, mais je les mentionne tout de même. L'obligation de candidature dans les toutes petites communes, ça nous prive de l'apport de conseillers municipaux qu'on va chercher et qui n'osaient pas spontanément présenter leur candidature. C'est une réduction de la liberté de choix de l'électeur. L'interdiction du panachage dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants, c'est pas bon non plus, c'est du vote bloqué. Le vote bloqué, ça crée de l'abstention. Et ça crée aussi des difficultés pour qu'il y ait un vrai dialogue démocratique. Car si vous nous avez rappelé, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, que dans 59% des communes de 1 000 à 3 500 habitants, il y a plusieurs listes, ça signifie que dans 40% presque des communes de 1 000 à 3 500 habitants, une liste bloquée et donc un scrutin purement et simplement de ratification. Alors après, on peut s'étonner que les électeurs dans ces communes ne se précipitent pas aux urnes alors que la démocratie locale a toujours été l'école du civisme dans notre pays. Je voudrais souligner que dans mon département, la Manche, 25% des communes comprises entre 1 000 et 3 500 habitants avaient moins de listes cette année qu'au dernier scrutin municipal et l'abstention a été supérieure ou égale à ce qu'elle était dans le précédent scrutin municipal dans les 3/4 de ces communes de 1 000 à 3 500 habitants. Donc si on veut bien mettre une loupe sur les conditions de fonctionnement de la démocratie dans ces petites communes, on constate à la fois diminution de la liberté de choix et augmentation de l'abstention. Alors la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est celle des nuances politiques qui sont attribuées par vos services, Monsieur le Ministre, aux candidats. Je crois que c'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue Monsieur Masson, ça pose une question de principe partout. Mais cette question de principe est plus forte encore s'agissant de nos petites communes rurales, car dans ces communes, même si vous avez souligné la vitalité du débat démocratique, heureusement, il reste un débat démocratique dans ces petites communes. Mais dans ces petites communes, la règle, c'est l'absence d'engagement partisan des candidats. Ça n'est pas quelque chose de secondaire ou d'anecdotique, c'est le mode de fonctionnement de la démocratie locale. Et alors je crois qu'il y a vraiment un débat entre nous sur la question de savoir jusqu'où la vie partisane doit irriguer la démocratie locale. Mais ça s'arrête assez haut en réalité. Et même si, Monsieur le Ministre, vous nous avez dit tout à l'heure, il n'y a plus aucune raison de différencier les communes de 1 000 habitants des communes de 3 500, puisqu'on applique le même mode de scrutin, je vous réponds si, il y en a une. Et ce n'est pas une question pour nous de conviction ou idéologique, c'est une question de réalité. Il n'y a pas dans ces communes de débat démocratique reposant principalement sur l'appartenance partisane, et j'ajouterais qu'il n'est pas souhaitable qu'il y en ait, compte tenu de la nature des questions qui sont traitées dans nos petites communes. Je dois ajouter que si le recueil de ces données et leur traitement a effectivement été autorisé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, c'est au terme d'un processus dont le point de départ est quand même le principe d'interdiction. Car l'interdiction de collecter et de traiter les données à caractère personnel qui font apparaître les opinions politiques est contenue dans l'article 8 de la loi sur l'informatique et les libertés. Et si le grand 4 de cette loi ne soumet pas à l'interdiction les traitements justifiés par l'intérêt public et autorisés par la CNIL, encore faut-il que la justification soit réelle et que l'autorisation soit donnée. C'est le cas dans notre affaire. Mais je rappellerai que la CNIL n'est pas une instance constitutionnelle. Elle agit dans le cadre fixé par le législateur, si bien qu'il nous est loisible, dans le cadre de la proposition de loi qui nous a été présentée par notre excellent collègue, le président Carle, et que j'ai eu l'honneur de co-signer, il nous est parfaitement loisible de déterminer des conditions nouvelles pour l'exercice de son pouvoir d'autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, si bien que tous les arguments
qui sont opposés à cette proposition de loi. La taille des communes, on ne pourrait pas différencier le traitement de manière justifiée entre les communes. La CNIL, qui serait conçue comme une autorité presque supérieure à celle du Parlement. La nécessité du nuançage, alors que le nuançage, on peut postuler qu'il donne des résultats erronés, puisque la plupart des candidats, précisément, n'ont pas d'engagement partisan. Et vouloir à toute force les rattacher à un courant politique, à une famille politique, à un parti politique, c'est se donner une mission impossible en réalité. Quant à savoir, et je rends hommage à la volonté du ministre de nous tendre la main pour trouver une solution de compromis, mais quant à dire ces informations, nous les garderons pour nous jusqu'au vote, et nous les publierons seulement après le vote, comme ça ne gênera personne et ça n'interférera pas avec le vote des élections. Mais alors je trouve ça, permettez-moi de vous le dire, assez choquant. D'une part, parce que si cette information est exacte, je ne vois pas pourquoi elle serait cachée aux électeurs, et d'autre part, parce que puisque cette information est probablement inexacte, elle ne vaut pas plus après le vote qu'avant le vote. C'est tout simplement le fait même de recueillir des informations qui n'existent pas et de les inventer en fonction de l'idée qu'un membre du corps préfectoral, plus ou moins récent dans un département, se fait des opinions politiques d'un candidat, qui doit être récusé, et avec force. Du coup, il me semble que cette proposition de loi, dont je m'étais dit moi-même, mais est-ce qu'elle relève vraiment du domaine de la loi, relève pleinement du domaine de la loi, parce qu'elle touche à une liberté fondamentale. L'élu, le candidat à une élection est un citoyen français comme les autres. Et s'il n'a pas envie d'afficher une opinion politique, fût-il candidat à une élection locale dans une commune de 100, de 500, de 1000, de 1500 habitants, s'il n'a pas envie d'afficher une opinion politique, laissons-le ne pas en afficher. Et si, à la suite de son élection comme maire de sa commune, on laisse apparaître une information sur son appartenance politique et qu'à ce moment-là, il est candidat à une élection de vice-président ou de président d'une petite intercommunalité rurale, on va interférer avec sa candidature dans des conditions dont on aura reconnu qu'il valait mieux ne pas permettre que ces conditions soient mises en œuvre, puisqu'on n'aura pas donné l'information avant son élection à l'élection municipale. Alors, on dit, avant l'élection municipale, je ne donne pas l'information, je la donne après, mais on pourrait dire aussi, avant l'élection intercommunale, je ne donne pas non plus l'information, car ça relève de la liberté privée du candidat, puisque celui-ci ne se rattache aucunement à un débat de nature partisane. Pour toutes ces raisons, Monsieur le ministre, je serais vraiment très heureux, après avoir entendu tous mes collègues dont les propos sont convergents, que le gouvernement aille au-devant du vote du Sénat et révise sa position en approuvant cette proposition de loi qui me paraît être une proposition de loi de bon sens. Merci. La parole est à Monsieur Yannick Vaugrenard pour le groupe socialiste. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, lors des élections municipales de mars dernier, les candidats dans les communes de moins de 3 500 habitants ont donc été soumis pour la première fois à la nouvelle législation prévue par la loi du 17 mai 2013 qui instaure le scrutin proportionnel pour les 6 784 communes comprises entre 1 000 et 1 500 habitants. Ils avaient aussi l'obligation de déclarer leur candidature à la préfecture, quelle que soit donc la taille de la commune. Lors du dépôt des candidatures, les candidats ont alors découvert qu'ils devaient indiquer une étiquette politique. À ce moment précis, les candidats étaient tout à fait libres de déclarer leur appartenance ou non à un parti politique et donc d'être éventuellement sans étiquette. Cependant, et c'est ce cas précis qui pose problème, nous le savons, s'ils ne déclaraient aucune appartenance à une nuance politique, les préfets leur en attribuaient une sur la base d'une grille préétablie. C'est ensuite cette nuance qui a été retenue pour l'enregistrement des résultats aux élections municipales. Nous avons tous eu, mes chers collègues, dans chacun de nos départements, je pense, vent de contestation, en particulier dans les petites communes rurales de ce classement préfectoral. L'attribution par le préfet d'une nuance politique a été faite, dans certains cas, selon des critères qui sont apparus discutables, voire même
parfois subjectifs. La grille de nuances politiques de la préfecture compte 17 appellations. Elle dresse la liste des partis politiques qui définissent chaque nuance, mais ne comporte pas de catégories sans étiquette ou encore non inscrits. Nous savons que les candidats dans les petites communes rurales ont parfois de grosses difficultés à constituer une liste. C'est la réalité de nos territoires. Le fait d'avoir une couleur politique affichée peut les empêcher de mener à bien, au bout du compte, leur projet. Beaucoup mettent en avant des candidatures autour d'une ambition locale, loin, il est vrai, des clivages traditionnels et refusent de se voir classés à gauche, à droite ou au centre. Certains candidats ou élus souhaitent rester effectivement sans étiquette en raison du caractère transpartisan ou neutre de leur liste, et c'est aussi parfois la condition exigée pour s'engager. Et Jean-Claude Carle, le président, nous le rappelait tout à l'heure. Cependant, ce n'est pas pour autant qu'il faille mettre à l'index, en quelque sorte, les partis politiques. Parce que les partis politiques font partie de notre vie démocratique et sont essentiels à l'exercice de notre vie démocratique. Et j'attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que parfois il peut y avoir des abus. Ainsi, dans le département de Loire-Atlantique, la tête de liste UMP a beaucoup protesté sur le fait qu'elle ne pouvait pas présenter une liste municipale sans étiquette. Ne nous manquons pas du monde non plus. Lorsqu'on est tête de liste UMP au sénatorial et qu'on se présente au municipal, on a quand même une étiquette politique. Donc de faire savoir et de dire à corps et à cri que ça fonctionnait mal et qu'il n'avait pas le droit de se présenter sans étiquette et que c'était scandaleux, là je crois que nous avons atteint les limites peut-être un peu de l'honnêteté politique. De nombreux candidats ont affirmé qu'il est pour certaines listes impossible de faire un classement seulement en termes de nuances politiques, et c'est vrai. C'est pourquoi il y a eu du reste en contestation lors des dernières élections municipales. Le texte que nous examinons aujourd'hui est donc très important pour l'engagement, je le répète, dans nos petites communes. Je l'ai dit, nous connaissons parfaitement les difficultés qu'elles rencontrent pour trouver des candidats aux élections, et la règle actuelle peut décourager certaines bonnes volontés. Je suis donc en parfait accord avec la proposition consistant à permettre aux candidats de présenter des listes sans étiquette, distinctes donc des listes diverses, et aussi de supprimer l'attribution de manière discrétionnaire par le préfet des nuances politiques dans les petites communes, dès lors que les candidats ne revendiquent pas, bien sûr, eux-mêmes une telle nuance. Je me félicite que la commission des lois ait adopté un amendement permettant qu'à chaque élection, au moment du dépôt de candidature, les candidats soient informés de la grille des nuances politiques utilisées, ainsi que du droit d'accès et de rectification dont ils disposent sur cette donnée. Certes, ce droit de rectification existe aujourd'hui, mais nombreux sont les candidats qui l'ignorent et donc ne l'utilisent pas. Mes chers collègues, pour conclure, nous savons que les Français sont particulièrement attachés à leur ville, particulièrement attachés à leur commune. C'est pourquoi, afin qu'elle soit toujours représentative de ses habitants, nous devons faciliter le plus possible l'accès aux mandats électifs locaux. Le rôle du maire, quelle que soit la taille de la ville, est de plus en plus complexe et de plus en plus lourd de grandes responsabilités. Il ne faut pas freiner les envies et les bonnes volontés locales. Nous devons laisser à tous la possibilité de s'engager au service de leurs concitoyens, et ceci en toute indépendance politique, s'ils le souhaitent eux-mêmes. La petite commune, elle aussi, cellule de base de notre démocratie, et ceci doit perdurer, mérite cette utile précision, je le pense de bon sens, mérite cette nécessaire amélioration. Je vous remercie. Merci, Monsieur Vaugrenard. Dernière oratrice, Madame Delphine Bataille pour le groupe socialiste. Comment ça va? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui n'est pas la première qui vise à encadrer le nuançage politique apposé par les services de l'État. Certains de vos prédécesseurs, Monsieur le Ministre, ont également été saisis de cette question depuis la création d'un répertoire national des élus. En effet, les services de l'État doivent, à chacune des élections cantonales ou municipales, mettre à jour le fichier des élus dans un cadre juridique strict en indiquant leurs nuances politiques. La nuance, contrairement à l'étiquette politique qui est librement choisie par les candidats et qui figure sur les documents de campagne et le matériel de vote, est attribuée par l'administration en fonction d'une grille préétablie.
C'est ainsi que figurent à ce jour 16 courants politiques sur la liste des nuances, alors qu'une ligne divers regroupe des partis marginaux, mais il n'existe pas, et tout le monde l'a dit, de catégorie sans étiquette. Cela signifie que les candidats qui se sont déclarés sans étiquette se verront attribuer d'office une nuance correspondant à l'un des courants identifiés dans la liste des nuances. Toutefois, au moment du dépôt, chaque candidat est bien informé de la grille des nuances et dispose d'un droit d'accès et de rectification. Il apparaît aujourd'hui nécessaire de renforcer encore l'information des candidats lors du dépôt des déclarations de candidature, en insistant auprès de chacun de ces candidats sur l'existence d'une liste des nuances politiques. Par ailleurs, le répertoire des nuances politiques des élus n'a pas vocation à être rendu public avant la clôture de toutes les candidatures. Aussi, pour éviter toute polémique pendant la campagne électorale, la publication de la nuance choisie par un candidat pourrait intervenir après le résultat définitif dans la commune concernée. Les nuances permettent la centralisation des résultats et font apparaître les tendances politiques nationales ou locales. Outre l'information indispensable des citoyens, du Parlement et du gouvernement, ce fichier concourt aussi à la mise en œuvre des législations sur le cumul des mandats, sur l'interdiction de candidatures multiples ou encore sur la parité et le financement de la vie politique. Mais il facilite en particulier la lecture des résultats par les médias et donc par le grand public, en leur apportant une information lisible. Cependant, il existe des cas, et beaucoup l'ont rappelé, pour lesquels les élus semblent véritablement découvrir, souvent par voie de presse, la nuance qui leur est attribuée. Après les dernières élections municipales, c'est aussi cette même presse qui a particulièrement relayé le mécontentement exprimé par un certain nombre de candidats et d'élus, à l'origine sans étiquette ou apolitiques, qui ne comprenaient pas les nuances qui leur étaient ainsi attribuées. Elle a aussi entretenu, il faut le souligner, une polémique sur le thème du fichage politique des maires ou du bidouillage organisé, nourrissant ainsi des soupçons de manipulation du fichier infondés. Il est vrai que certains candidats se sont retrouvés dans des catégories complètement à l'opposé de leur véritable couleur politique, mais après tout, s'ils déclaraient leur étiquette, ce problème ne se poserait pas. Il est aussi vrai que les préfectures attribuent les nuances en fonction d'un faisceau d'indices très aléatoire et que les services de l'État préfèrent ne pas gonfler les effectifs de la nuance divers afin de ne pas entraver la lisibilité politique des différents scrutins. Il faut également reconnaître que le dépôt d'une liste sans étiquette peut parfois recouvrir des raisons qui ne sont pas clairement exprimées. Dans certains cas, les candidats qui se prétendent apolitiques camouflent à l'évidence un engagement à droite ou à gauche en s'abritant derrière des listes aux slogans très locaux. Ainsi, depuis quelques années, on évoque un regain des candidatures sans étiquette de personnalités plutôt à droite. D'autres encore cherchent à brouiller les frontières entre les formations politiques, notamment en ce qui concerne les candidatures qui vont à l'encontre des valeurs de la République, qui permettent à ceux qui les pratiquent de ne pas afficher leurs préférences et d'avancer masqués pendant les campagnes électorales, sans même se dévoiler dans la plupart des cas après leur élection. Il y a aussi des candidats qui, bien qu'émettant un vote politique lors des élections nationales, font le choix de se présenter sans étiquette aux élections municipales et ne se reconnaissent pas dans la catégorie des divers. Et c'est ainsi que fleurissent de nombreuses listes intitulées « Pour la défense des intérêts communaux ». La nuance sans étiquette ne facilite donc pas la lisibilité de l'appartenance à un parti ou de l'étiquette politique d'un candidat pour les citoyens qui souhaitent la connaître et ne contribue pas à mieux identifier l'engagement politique ni à mieux encadrer le risque de comportement anti-républicain. Pour les services de l'État, la nuance divers avait vocation à rassembler toutes les listes et tous les candidats qui ne manifestent pas d'engagement politique, et c'est pourquoi la CNIL avait également validé ce dispositif au motif de l'intérêt public, et le Conseil d'État considérait que cette grille ne servait qu'à établir les tendances des résultats.
Toutefois, cette question du nuançage, et tous mes collègues l'ont rappelé, a pris une ampleur toute particulière cette année, car l'abaissement du seuil de la proportionnelle de 3005 à 1000 habitants introduite par la loi en 2013 concernait de nombreux candidats, donc de nombreuses listes. C'est au niveau de ces très petites communes, très souvent rurales, que l'on rencontre le plus grand nombre de listes non partisanes ou multipartisanes, appelez-les comme vous voulez. Néanmoins, ce sont souvent de très petites communes en dessous du seuil de 1000 habitants qui rencontrent des difficultés pour monter une liste, liées parfois à des considérations de la responsabilité des élus, notamment du premier magistrat devant la loi, ou liées tout simplement parfois à l'absence d'engagement citoyen au service de l'intérêt général. Il s'agit donc notamment de prendre en compte la réalité de ces territoires ruraux où il est de plus en plus difficile de motiver les citoyens pour qu'ils s'engagent dans un mandat communal. Notre groupe soutient donc l'objectif de cette proposition de loi, laissant la possibilité aux élus de ne pas se voir attribuer la nuance politique dans les communes de moins de 3500 habitants. Mais je veux enfin souligner qu'il n'y a pas d'urgence à la mise en place d'une telle règle, puisqu'elle ne devrait s'appliquer qu'aux prochaines élections municipales. Mais ce texte a au moins le mérite d'interpeller, Monsieur le ministre, le gouvernement sur cette question et contribuera, à n'en pas douter, à faciliter l'engagement citoyen au service de la République. Je vous remercie. Merci, madame. Monsieur le ministre, vous souhaitez répondre aux intervenants? Oui, Monsieur le Président, je voudrais remercier l'ensemble des sénateurs et des sénatrices qui sont exprimés à l'occasion de la discussion générale, venant en appui, en interrogation, en complément des propos qui ont pu être tenus par Monsieur le sénateur Carle, que je remercie encore une fois pour sa proposition de loi, en complément ou parfois en opposition aux propos que j'ai moi-même tenus ou en nuance des propos tenus par le rapporteur. Je voudrais revenir sur les sujets eux-mêmes pour essayer de compléter le propos de telle sorte à ce que nous puissions aborder la discussion sur les articles et les amendements en étant au moins d'accord sur les notions. D'abord, je voudrais encore une fois insister sur le fait que le nuançage n'est pas une manière d'attribuer a posteriori à des candidats une étiquette. Le nuançage est un instrument d'analyse politique pour le ministère de l'Intérieur. Il n'est en aucun cas l'attribution a posteriori d'une étiquette à des candidats qui en auraient une différente ou qui n'auraient pas du tout souhaité en avoir. Et si nous ne procédons pas au nuançage après ou pendant que le scrutin a eu lieu, nous serons dans l'impossibilité de procéder à des études et à des analyses politiques, ce qui est quand même utile depuis des années, parce que cette manière de faire a été partagée par tous les gouvernements depuis très longtemps et elle permet de procéder à une analyse de la situation et de l'évolution de la situation politique qui peut être utile à maints égards. C'est le premier point sur lequel je voudrais donner une explication. Le deuxième point sur lequel je voudrais donner une explication, c'est sur l'idée qui a été développée que le nuançage tel qu'il existe ne permet pas de recouvrer la totalité des sensibilités politiques qui existent en réalité dans le paysage ou ne permet pas de prendre en compte la situation de ceux qui, sans étiquette, n'appartenant à aucun groupe, à aucune sensibilité, se présentent aux élections en ne représentant qu'eux-mêmes. Et j'ajouterai volontiers, parce que je suis au Sénat, et encore pas tous les jours, comme disait le président Edgar Faure. Bon. Moi, j'ai regardé le nuancier. Et dans le nuancier, il y a suffisamment de catégories, d'intitulés pour pouvoir représenter la totalité de ceux qui se présentent à une élection, y compris d'ailleurs lorsqu'ils n'ont pas de sensibilité politique, revendiquent de ne pas en avoir et se battent pour exprimer l'idée qu'ils n'appartiennent ni à la droite ni à la gauche. Et le fait qu'il y ait dans la rubrique divers des intitulés qui correspondent à des organisations existantes et parfois fantaisistes ne signifie pas que cette rubrique divers, à travers l'évocation des différentes formations qui rentrent dans cette catégorie, couvre seulement les partis ou organisations comprises dans cette rubrique. La rubrique divers couvre ces partis et tous les autres partis ou toutes les autres appartenances ou non-appartenances pouvant entrer dans cette catégorie. Donc il n'y a pas d'exhaustivité de cette catégorie.
Quand on voit le parti d'Henri, etc., ceux qui appartiennent à ces sensibilités sont dans cette catégorie. Ça ne veut pas dire que tous les autres qui n'appartiennent à aucune sensibilité peuvent ne pas s'y trouver. C'est le deuxième argument que je voudrais évoquer pour bien montrer que le nuancier lui-même permet, tel qu'il existe aujourd'hui, d'assurer le classement opportun de tous ceux qui n'ont pas d'appartenance. Troisième élément, j'ai entendu des arguments qui ont été développés par un certain nombre de sénateurs, notamment mon ami Philippe Bas, qui m'ont laissé interrogatif. Je prends deux arguments. Premier argument, ce qui compte, ce n'est pas le seuil, c'est la réalité. Mais en matière électorale, dès lors qu'il s'agit de questions qui se traitent en droit et en matière électorale, il vaut mieux traiter les questions en droit que de toute autre manière, le seuil, ça compte. Parce que si on ne se réfère pas au seuil, on divorce d'un principe qui, en matière électorale, est un principe cardinal, qui est le principe d'égalité. Et si nous entrions dans la logique qui est la vôtre, en considérant que seule la réalité compte et que les seuils ne comptent pas, nous nous mettrions en situation juridique extraordinairement délicate en divorçant d'un principe dont on n'a jamais intérêt à divorcer lorsqu'il s'agit de matière électorale, qui est le principe d'égalité. Enfin, il y a un autre point que je voudrais évoquer qui a été développé, c'est que la proposition du gouvernement ne serait pas recevable parce que nous donnerions, après le scrutin, la nuance, et que cette argumentation-là que j'ai développée, qui préside à notre amendement, ne serait pas recevable pour deux raisons. Soit la nuance est bonne, elle n'a pas de raison d'être cachée, soit elle est mauvaise, elle n'a aucune raison d'être jamais rendue publique. Bon. Je réponds à cela de plusieurs manières. Premier argument, si nous proposons de rendre la nuance publique après que le scrutin a eu lieu, ce n'est pas parce que nous avons à cacher la nuance, c'est tout simplement parce qu'on nous explique, et c'est la motivation de la proposition de loi, que le rendu public de la nuance pendant le scrutin est de nature à fausser le scrutin. Nous n'avons aucun problème à rendre la nuance publique pendant le scrutin. C'est ce qui a posé problème, semble-t-il. Donc comme ça a posé problème, non pas par volonté de dissimulation ou de trouble ou de manipulation, nous proposons que la nuance soit rendue publique après le scrutin, précisément parce que l'auteur de la proposition de loi nous explique que le fait qu'on ait rendu la nuance publique avant que le scrutin n'a eu lieu a été facteur de trouble ou de confusion. Premier argument. Deuxième argument, qui est un argument presque inverse et symétrique, c'est qu'il existe, et moi je rejoins totalement ce qu'ont dit la sénatrice Éliane Assassi ou Madame la sénatrice Bataille à l'instant, des tas de gens qui dissimulent leur étiquette parce qu'ils sont trop conscients de leur appartenance politique et des conséquences que leur appartenance politique peut avoir sur un certain nombre d'électeurs. Et ça existe. Et je dirais même que ça existe pour des raisons que chacun aura compris en regardant les résultats des scrutins les plus récents de façon plus massive que ça n'a jamais existé. Et par conséquent, donner la possibilité à ceux qui sont ainsi dans la dissimulation d'échapper à la clarté, à la transparence que l'on doit aux électeurs en leur offrant la possibilité de se cacher, n'est pas non plus quelque chose de très sain démocratiquement. Et moi, pour être dans un département dans lequel il y a énormément d'élus ruraux qui n'ont pas d'envie d'afficher nécessairement leur étiquette politique, je sais qu'il y a des gens qui, très sincèrement, sont attachés à représenter exclusivement les intérêts de leur commune en faisant fi de leur appartenance. Mais je sais aussi que ce que disait le philosophe Alain est juste, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un vous dit qu'il n'est ni de droite ni de gauche, il y a quand même de fortes chances qu'il soit de droite. Et je crois que ce que disait François Mitterrand sur les sans étiquette est vrai aussi, c'est-à-dire que quelqu'un qui est sans étiquette est souvent ni de gauche ni de gauche. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Nous reviendrons bien entendu plus largement sur cette question des candidatures sans étiquette aux élections municipales dans notre journal à 19h. Mais tout de suite, c'est l'émission Preuve par 3, émission politique de la rédaction de Public Sénat en partenariat avec l'AFP qui reçoit ce soir Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. Bonne soirée, à tout à l'heure.